absolument. Je suis avocat chez Nenleki, qui est un cabinet d'avocats ici à Montréal, qui se spécialise en droit commercial, droit des affaires. Ma pratique à moi spécifiquement se situe principalement au niveau des jeux vidéo, au niveau du divertissement, film, télévision, musique et également au niveau des technologies de l'information, que ce soit distribution de logiciels, intégration de logiciels. Ah, absolument, définitivement. Pour les pirates, c'est définitivement l'accès, la limitation d'accès qui génère un intérêt plus important. Ceci dit, les raisons pour lesquelles, généralement, des jeux comme ceux-là vont se faire retirer du marché, ce sont principalement des raisons qui mettent la compagnie qui a développé le jeu à un risque potentiel important de litige et donc de réclamation en dommages. Et eux doivent faire une analyse risque versus bénéfice. Et malheureusement, le risque financier de garder ces jeux-là disponibles est souvent plus important que le risque d'avoir justement, comme tu dis, beaucoup de piratage qui va se faire passer les autres. Bien, c'est définitif que du côté de l'utilisateur, ce mouvement-là vers la distribution digitale a changé complètement la donne pour l'utilisateur au niveau de l'étendue des droits que l'utilisateur a par rapport au jeu. Évidemment, ce qu'on appelait anciennement en anglais le First Sale Doctrine, qui voulait essentiellement dire que l'utilisateur ou le gamer avait le droit de prendre le jeu qu'il avait acheté puis de le revendre à quelqu'un après. Parce que j'ai acheté une copie, c'est à moi. Cette copie-là, j'ai le droit de la revendre. Ce concept-là n'existe presque plus dans le monde digital. Ce qui veut dire que une fois que j'achète le jeu, je l'ai effectivement sur mon ordinateur ou ma console. Je ne peux pas le prendre et le revendre à un autre utilisateur. C'est généralement limité par les termes et conditions d'utilisation. Donc oui, il y a une limitation qui a découlé de ce changement-là vers la distribution digitale, des droits, une limitation des droits de l'utilisateur, définitivement, qui s'est fait progressivement avec ce changement-là. Il faut comprendre aussi que cette limitation-là découle nécessairement du type de distribution et de l'absence maintenant de contrôle du distributeur sur le contenu qui est généré par l'utilisateur. Mais effectivement, c'est du point de vue de l'utilisateur, effectivement, il y a une limitation qui fait que effectivement, tu ne peux pas nécessairement à perpétuité garder ce jeu-là si tu vas changer, ce qui est tout à fait normal, de console au fur et à mesure qu'elles évoluent. Par contre, ce problème-là n'est pas limité à la distribution digitale de jeux vidéo. Il faut comprendre que ça s'applique également à la distribution digitale de musique, par exemple. Même concept. Dans ce processus-là, effectivement, l'utilisateur, malheureusement, au sens de la loi, la façon dont la loi sur le droit d'auteur est structurée aujourd'hui, on avait anciennement le régime de copie privée qui permettait à l'utilisateur de faire une copie pour sa propre utilisation de la musique. L'objectif, c'était de pouvoir permettre aux gens qui ont acheté une copie d'un disque, par exemple, de le recopier. Malheureusement, ce concept-là se transpose excessivement mal dans le concept, dans le contexte de la distribution digitale. Et malheureusement, la loi n'a pas encore emboîté le pas assez rapidement. Et qu'est-ce qui finalement remplit ce vide-là qui est créé par la loi? Ben, ce sont les licences qui sont octroyées par les développeurs et qui généralement vont limiter la capacité de transférer d'un compte à l'autre. Est-ce que dans le futur, on peut voir des façons de le gérer? Absolument, mais ces façons-là vont devoir être
être gérés un peu par le même concept que des Digital Rights Management, les DMR, que beaucoup d'utilisateurs ont contesté de par le passé, mais les utilisateurs doivent aussi voir le potentiel là-dedans de permettre justement aux développeurs de contrôler où se retrouvent les copies de leur jeu, parce que ce qui est difficile du point de vue du développeur, c'est qu'une fois que je le vends, si je le vends puis j'ai plus aucun contrôle, ce que tu fais avec, ben là, tu vas en faire des copies, tu vas te mettre à faire de la distribution avec, tu vas te mettre à la revendre. Et malheureusement, en ce moment, ils n'ont pas la capacité de mettre le droit sur exactement où les copies se retrouvent et comment elles sont gérées. Et donc, la façon de le faire, c'est à travers des dispositions restrictives dans des contrats. Il y a peut-être un risque, malheureusement, ce que je peux dire sur les données qui existent présentement et de la façon dont les développeurs et les distributeurs, là, je parle pas nécessairement pour l'ensemble de la communauté, mais de ce que moi je peux voir, il n'y en a pas de résistance, il y en a très peu. On n'en voit pas beaucoup. Il y a peut-être un risque d'en avoir à long terme. Puis ce qui va être intéressant de voir, c'est justement de voir si la progression vers le digital va éventuellement plafonner. Là, en ce moment, c'est pas le cas. Le digital continue d'augmenter. La distribution digitale est vraiment un phénomène qui fonctionne très bien, où les gens, au départ, on avait surestimé, je pense, le désir des gens d'avoir une copie physique. Et maintenant, on se voit que non, finalement, les gens sont prêts à acheter de ne pas avoir de copie physique. Et pour l'instant, on ne voit pas de frein au développement qui est lié à ces limitations-là. Et ce qui va être intéressant de voir dans les prochaines années, c'est justement ça. Est-ce que éventuellement ce mouvement-là va plafonner? Et si oui, là, peut-être que les développeurs et les distributeurs vont devoir s'ajuster en disant on pensait que ça allait continuer, que les consommateurs allaient continuer de nous suivre dans cette voie-là. Clairement, maintenant, ça plafonne. Comment est-ce qu'on peut octroyer une plus-value aux joueurs à travers ce modèle-là? Pour l'instant, c'est un modèle qui fonctionne bien. C'est un modèle qui est vraiment en pleine expansion. Donc, je te dirais que je vois très peu de remise en question au niveau de la façon dont c'est géré. Par contre, ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas dans le futur si effectivement il y a un frein qui se fait au niveau de ce mouvement. Mais il y a certains mouvements en vertu de la nouvelle loi sur le droit d'auteur qui normalement devrait entrer en vigueur étant donné que le gouvernement conservateur est majoritaire. Donc il y a un mouvement, oui, pour se rapprocher des États-Unis sur certains aspects comme ce que je disais tantôt, les DRMs qui vont maintenant être protégés au Canada alors qu'ils ne le sont toujours pas alors qu'ils le sont aux États-Unis. Donc oui, il y a un certain mouvement de rapprochement. Pour la question des conflits, oui, c'est très possible qu'il y ait des conflits juridiques au niveau de ces licences-là. D'ailleurs, les lois sur la protection du consommateur s'appliquent dans la majorité des contrats de vente d'un jeu vidéo. Et par exemple, la loi sur la protection du consommateur au Québec va interdire ce qu'on appelle des dispositions de sélection de loi. Comme par exemple, dans la licence d'un certain jeu, vous allez avoir généralement une clause qui va dire que votre contrat va être régi par les lois de la Californie, par exemple. Ça, au Québec, à l'égard de la loi sur la protection du consommateur, c'est interdit. Donc, cette disposition-là serait considérée comme étant nulle. Même chose pour des dispositions qui, par exemple, vont limiter la responsabilité du développeur pour des faits et causes du développeur. Même chose pour des dispositions qui gèrent l'attribution de la juridiction, par exemple, aux tribunaux de la Californie encore. Ce n'est pas valide. Le seul bémol qu'on peut mettre là-dessus, c'est une décision relativement récente dans Saint-Arnaud contre Facebook. Monsieur Saint-Arnaud avait essayé d'intenter un recours collectif contre Facebook lorsque Facebook a changé les règles de gestion de l'information personnelle, et la Cour est venue dire que s'il n'y a pas d'échange d'argent, il n'y a pas d'échange monétaire, à
ce moment-là, ce n'est pas un contrat de consommation. Ce qui veut dire que, par exemple, les licences d'utilisation que vous signez, pas que vous signez, mais auxquelles vous consentez, par exemple, dans le cas pour accéder à un réseau, alors que le réseau ne vous charge rien pour l'accéder, mais après ça, potentiellement, à travers l'accès du réseau, vous allez acheter un jeu, mais la portion accès réseau pour laquelle vous ne payez pas, généralement, les lois sur la protection du consommateur ne s'appliqueront pas à cette portion-là. Mais ceci dit, dans la majorité des cas où on parle de licence applicable à un jeu comme tel, oui, il y a des grosses possibilités de conflit entre les lois du Québec et du Canada, et ça arrive très fréquemment. Merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait plaisir.